Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 20 ans, j'habite à Paris, je suis originaire de Madagascar et je suis venue témoigner auprès de Mia concernant la perte de ma mère dans les attentats du 13 novembre 2015. C'était une expérience très enrichissante et surtout très bénéfique pour moi de pouvoir parler, m'exprimer sur ces événements qui ont été très traumatisants. Et ça m'a permis aussi de dire ce que j'avais à dire sans me sentir coupée ou juste partager mon expérience avec vous. Bonjour à tous et bonne année, j'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps, nous sommes maintenant en 2021 les gars, nouvelle résolution, nouvelle émission, nouvelle personnalité, nouveaux invités et nouveaux sujets. On se retrouve en toute intimité, je sais que vous ne jugerez pas, je sais que vous serez à l'écoute parce que bien sûr on est une petite team, vous m'avez manqué, j'ai hâte de vous retrouver et de vous montrer la nouveauté. Revenir à un souvenir terrible pour vous. Nous sommes le 13 novembre 2015, il est 23h55, vous décrétez l'état d'urgence. Que se passe-t-il? Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en... Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a 6 attaques coordonnées en 33 minutes. Tout commence à 21h20 au Stade de France. Un bruit assourdissant. À l'extérieur de l'enceinte porte D, un kamikaze vient de se faire exploser. Le début de la série d'attentats. Rendre hommage à toutes les victimes qui ont péri vendredi soir, toutes celles qui se battent encore pour leur vie dans les hôpitaux parisiens. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Mia M. Donc aujourd'hui nous recevons Mélissa qui va venir nous livrer son témoignage. Mélissa, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. T'es à l'aise? Ouais, tout se passe bien? Oui. Alors on va faire une petite interview aujourd'hui et tu vas venir nous livrer donc ton témoignage. Ouais. Je te laisse d'abord te présenter Mélissa. Dis-nous tout, d'où tu viens, qui tu es. Moi, je m'appelle Mélissa, j'ai 20 ans, j'habite à Paris, je suis originaire de Madagascar et je suis étudiante en première année de communication. D'accord. Tu fais des études donc, de communication. Ouais. Ça se passe bien? Ça se passe super. T'adores les études? J'adore. Ok. Donc Mélissa, moi ce que je voudrais savoir, c'est que j'aimerais que tu te décrives en 3 mots. La Mélissa d'aujourd'hui, celle que tu es aujourd'hui. Épanouie, D'accord. heureuse, Ouais. c'est un peu des trucs qui se ressemblent. Ça se ressemble un petit peu. Heureuse et je dirais optimiste. Optimiste. Ouais. Et pourquoi tu as choisi de mettre épanouie, heureuse, tout cet enthousiasme sur le fait d'être heureux tout simplement? Parce que je suis très heureuse dans ma vie, je suis très épanouie aussi, j'ai accompli beaucoup de choses sur moi-même dans ma vie professionnelle, personnelle, et que je pensais pas être capable de réaliser aujourd'hui, enfin, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, Ouais. cette date, Ouais. cette fameuse date, on y viendra après. Moi j'aimerais que tu me dises, justement, on va y venir, quel a été l'élément ou le moment le plus marquant dans ta vie? Ça a été la perte de ma mère dans les attentats du 13 novembre en 2015. C'était révélateur mais aussi traumatisant parce que j'étais jeune et que je me suis retrouvée seule entre guillemets du jour au lendemain, donc c'était compliqué. Mais quand tu dis révélateur, qu'est-ce que ça a révélé chez toi? Ma capacité, enfin ma maturité et surtout ma capacité à réfléchir instantanément. Voilà. D'accord, donc c'était le 13 novembre Oui. 2015. T'étais où à ce moment-là, toi? Moi j'étais chez moi avec mon petit frère et mon père était en Chine en fait pour le travail et ma mère devait partir dîner avec des amis dans un restaurant à 5 minutes de chez moi et elle nous avait proposé d'y aller et tout, mais avec mon petit frère on n'avait pas envie et voilà, C'était comme un signe. Vous saviez pas au final que... Moi je le prends comme un signe parce que si j'avais pas eu la flemme d'y aller, j'y serais allée. Et comme quoi la flemme a des bons. Voilà, Okay. du coup maintenant je suis mon instinct aussi. C'est vrai. Et que je suis très casanière, du coup j'avais pas forcément envie. D'accord. Et ça a été une période triste, j'imagine? Triste, je pense, oui c'était triste, mais c'était surtout marquant et décisif pour mon futur, dans le sens où j'ai grandi d'un coup. Enfin, vraiment j'ai grandi d'une seconde à l'autre. J'ai pas eu le temps de réfléchir à ce que j'allais devenir ou ce que je pouvais faire, sachant que j'étais toute seule du coup avec mon petit frère.
je me suis occupée de lui directement. D'accord, vous êtes que deux, ton petit frère et toi? Ouais. D'accord. Moi, je veux qu'on revienne à cette journée du 13 novembre. C'était en soirée, en matinée, en après-midi? C'était le soir. D'accord. Vraiment, le soir, il devait être, quand on me l'a annoncé, il devait être 22h, un truc comme ça. Bah, c'était à la fin du match de foot de la France. Donc voilà. Mais comment t'as appris cette nouvelle? Comment on te l'a annoncé? Bah, c'est les Tu amis. l'as appris à la télé d'abord? Pas du tout. Ah, alors, en fait, il faut savoir que j'étais du coup en train de regarder la télé avec mon petit frère et qu'en plein milieu du match de foot, on a coupé, ils ont coupé le match parce qu'il y avait des alertes attentats du coup chez eux, au Bataclan à 10 minutes de chez moi et au restaurant de là où était ma mère. D'accord. Et c'est les amis de ma mère qui sont revenus en fait au moment où je voulais envoyer un message à ma mère en lui disant « on rentre ». Là, il se passe des trucs graves. Et au moment où j'allais envoyer le message, je crois que je l'ai encore d'ailleurs, les amis de ma mère sont arrivés et on n'a pas tout de suite compris. Donc les amis de ta mère qui étaient partis au restaurant avec elle? Ouais. Donc eux, ils sont rentrés, mais comment ils ont fait du coup? Ils ont survécu. Ils ont essayé de la sauver. On a vu, moi j'ai vu en tout cas le sang sur le jean du mari de la femme en question. Donc quand les amis de ta mère, alors je veux vraiment qu'on se concentre parce que quand les amis de ta mère sont venus, ils sortaient de la scène en fait directement. Direct. Ils savaient qu'on était là en fait, ils savaient qu'on était à la maison et que dans tous les cas, il fallait qu'on nous le dise. D'accord. Ils sont venus ensemble. Pas ensemble, pas le visage et le corps ensemble, mais vraiment, moi j'ai l'image du jean de ce monsieur avec du sang partout. Je sais pas si c'était celui de ma mère ou celui d'autrui, mais je savais qu'il s'était passé quelque chose et j'imaginais pas ça. Mais est-ce que tout de suite, quand tu l'as vu, tu t'es dit, t'as fait le lien avec ce qui venait de se passer au match de foot? Pas du tout. Pas du tout. Du tout. Le monsieur, ils nous ont dit, elle reviendra pas. Ils avaient une tête, il y avait pas d'émotion, c'est juste une tête posée sur un corps, mais sans émotion, sans... Ils étaient vides. Ils étaient vides de l'âme, de tout. Je sentais qu'il s'était passé quelque chose, mais j'étais très jeune, et même je pense que n'importe qui ne l'aurait pas compris directement. Et on nous a dit qu'elle était partie, et au début on a pris ça pour une blague. On a commencé à chercher dans l'appartement en se disant ouais, elle nous fait une blague, tout ça. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'après, au bout de 2 minutes, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. Ça m'a pas traversé l'esprit, je pense que je voulais pas me l'avouer. Et quand on m'a dit elle est morte, ça a été juste l'élément déclencheur. Et on t'a dit le mot morte? Ouais, on m'a dit elle est morte. Et ça a résonné comment chez toi, ce mot-là? Parce que la mort, on l'entend. La mort, on l'entend. On la connaît. La mort, elle est très présente autour de moi et ma famille, depuis toujours. Hein, mais... Et on va revenir à ton histoire. On va dire que quand on m'a dit qu'elle était morte, tout de suite, en fait, j'ai pas pleuré. J'arrive pas à pleurer. T'as pas pleuré? J'ai pas pleuré. Mais t'étais bloquée? J'étais très, très, très en colère. J'étais énervée, et je suis pas quelqu'un de nerveuse. Contre qui? Contre la situation. C'était un truc où j'avais pas le choix. Ça veut dire qu'on t'impose quelque chose. Et on m'a souvent imposé des trucs. Et on m'a imposé sa mort comme si, tiens, vas-y, mange. Parce qu'on n'y est pas préparé. On n'est pas préparé. Et j'ai vu mon frère pleurer dans un état, c'était un état... Tu avais quel âge du coup à l'époque? J'avais 15 ans. T'avais 15 ans. Ouais, mon frère en avait 12. C'était juste horrible de voir mon frère dans un état comme ça. C'était, je pense, la chose la plus traumatisante à voir de ma vie. C'est-à-dire que plus jamais je ne veux voir mon frère dans cet état-là. C'est touchant. Ouais. Et c'est très compliqué à gérer. Et je me suis pas dit, là, t'as pas le temps de pleurer, en fait, c'est pas possible. T'as juste pas le temps. Ouais. Il est là, va t'occuper de lui. Mais du coup, toi, ce qui m'étonne, c'est que immédiatement, à partir du moment où les amis de ta mère sont venus vers toi et t'ont apporté ce message, cette mauvaise nouvelle, t'as pris conscience tout de suite de ce qui se passait. Il y en a qui sont bloqués, qui réalisent pas, qui font comme un rejet, comme un déni. Et toi, tout de suite, t'as pris ces responsabilités-là, en fait. Ouais. Si je comprends ce que tu me dis, c'est ça? Ouais. T'as compris tout de suite la situation. J'ai compris, j'ai même pas eu besoin qu'on me dise comment elle était morte, je savais déjà. D'accord. Je savais que c'était pas naturel. Elle était en parfaite santé, tout se passait très bien, donc ça pouvait pas être autre chose que ça. Maintenant, pendant un moment, j'ai voulu croire à sa résurrection. Non, pas sa résurrection, c'est très fort comme mot, mais à sa... Peut-être qu'elle aurait pu ne pas être morte, ou peut-être que
Je me suis accrochée à cette idée-là pendant 24 heures. Mais après, j'ai compris que c'était pas... Enfin, ça servait à rien de s'accrocher à ça, quoi. D'accord, je comprends. Mais une fois que tu as su qu'ils t'ont annoncé du coup qu'elle était décédée, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est-à-dire que vous êtes parti à l'hôpital? Non? Pas du tout. Moi, on n'est pas du tout allé à l'hôpital. Faut savoir qu'on n'a pas parlé avec les autorités ou le monde hospitalier. Enfin, rien du tout. Enfin, mon père, oui, du coup, quand il est rentré de Chine, mais pas nous. On était trop jeunes et puis... Même pour notre état mental, moral et tout, non. Pas tout de suite, en tout cas. Donc ton père, lui, il était pas sur place non plus avec vous et il n'était pas non plus avec ta mère? Non, il était en Chine pour le travail. Oui. Il se déplaçait. Il devait rentrer une semaine après, si je me trompe pas. D'accord. Et on a essayé moi, j'ai essayé de l'appeler pour lui annoncer. Il répondait pas. Parce qu'en fait, il faut savoir que juste avant le drame, ce qui est dingue, c'est qu'on venait d'avoir mon père tous en famille au téléphone. Il nous a dit qu'il allait couper pour le décalage horaire et tout. Parce qu'il devait se lever genre 3 heures après pour aller au travail. Ok. Et j'ai essayé de l'appeler, j'essayais, ça répondait pas. Et du coup, c'est son frère qui lui a annoncé. Ok. Et j'imagine pas du coup son état. Ah, bien sûr, à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde, tu sais qu'il y a tes 2 enfants qui sont là, faut rentrer. Ouais, c'est ça. Faut rentrer. Mais pendant ce temps-là, du coup, qui s'est occupé de vous? Est-ce que tu as ressenti, est-ce que dans des moments comme ça, c'est là où vraiment les familles, ils se regroupent, ils s'entraident, ou au contraire, les familles, du coup, ils se détachent? Ta famille, ils étaient présents pour toi? Alors, oui et non. D'accord. Oui et non. Oui. Il y a eu énormément de monde chez moi pendant 3 jours, donc le temps que mon père revienne, et j'ai trouvé ça détestable et surtout très intrusif de la part de tous ces gens. Ah oui, c'était des personnes inconnues? Non, c'était des personnes que je connaissais, mais on va dire que j'ai pas eu de temps pour moi, avec mon frère seul. D'accord. Tout de suite, après c'est aussi un peu de ma faute pour les premières personnes qui sont arrivées, et je remercie ces gens, parce que c'est mes voisins, d'être venus quand même, parce que j'ai hurlé dans mon couloir quand c'est arrivé. Je suis sortie de chez moi et tout. Bien sûr. Et ma meilleure amie qui habite en face de chez moi, ils sont tout de suite venus et tous mes voisins sont arrivés. Sauf que les jours qui ont suivi, il y avait ma famille, des amis de ma famille, des gens que j'avais pas vus depuis je ne sais pas combien de temps. Je trouve ça un petit peu déplacé. Et j'avais pas besoin d'eux. Je n'avais pas besoin d'eux. J'avais envie d'être seule avec les gens que j'aimais. Et même si la famille c'est très important et tout, pour certaines, je le conçois. Mais moi c'est important, mais il passait en... C'est un peu horrible ce que je vais dire, mais j'étais pas aussi proche que mes amis ou les amis de ma famille. D'accord, ouais, parce que c'est des personnes que tu voyais pas forcément tout le temps. Voilà, et puis tout simplement... Mais est-ce que toutes ces personnes qui étaient autour de toi, ils ont réussi du coup à avoir les mots pour t'apaiser? Parce qu'une situation comme ça, on l'oublie pas, c'est traumatisant, mais est-ce qu'ils ont pu t'apaiser? Comment tu as fait du coup pour réussir à te relever d'une situation comme ça, pour expliquer la situation à ton frère? Parce que je pense que c'est toi qui as dû le faire un peu, discuter avec lui, pas du tout? Mon petit frère, c'est quelqu'un de très mature aussi. D'accord. Genre de très très mature pour son âge. Il a compris aussi, il l'a accepté directement. Moi non, enfin je l'ai accepté mais j'arrivais pas à extérioriser ce que j'avais, ce que je ressentais. Et les gens autour de moi, mais je vais parler pour moi parce que je peux pas parler pour mon frère et pour mon père. Oui. Il y a 2-3 personnes, non un peu plus, 5 personnes je pense qui ont su quoi me dire pour m'apaiser. Ça m'a fait du bien de leur en parler. Maintenant, le reste, c'est des trucs, oui, mais il faudrait peut-être que tu ailles voir un psy. Oui, mais peut-être que non. Mais peut-être qu'aussi, t'as pas à me dire ce que je dois faire. D'accord, ouais, je comprends. C'est un truc que j'aime pas beaucoup et que beaucoup de gens ont fait. Mais du coup, tu t'as pas souhaité voir un psychologue après une épreuve comme ça? Pas tout de suite après. J'ai vécu une rupture pas facile en 2017 et ça a été l'élément déclencheur. Je suis tombée en dépression. J'allais plus à l'école, je suis restée chez moi pendant peut-être 7 mois sans sortir, où j'avais envie d'être seule et j'avais même pas envie de me soigner en vrai, parce que la dépression c'est une maladie. J'avais pas forcément envie de me soigner, et en fait, à un bout d'un moment, j'ai pris conscience que fallait que je voie quelqu'un, que je parle de ce que je ressentais, donc je suis allée voir une psy, que je vois toujours de temps en temps quand j'en ai besoin. Parce que j'arrive pas vraiment à gérer mes émotions, je les intériorise beaucoup et je les ai trop intériorisées pendant trop longtemps. J'ai trop voulu
être là pour les gens, enfin pour ma famille ou mes amis, et pas leur en parler ou leur dire là ça va pas. J'avais honte de montrer mes faiblesses, de montrer que j'étais humaine en fait tout simplement, que Mélissa elle a 15 ans et elle était pas bien et elle avait besoin de quelqu'un et j'avais personne. Mais tout à l'heure, tu disais que lorsque tu as appris cette nouvelle, il y a énormément de personnes de ton entourage qui t'ont entouré, des personnes dont tu étais proche et d'autres un peu moins, et que du coup, ça t'a dérangé parce qu'ils t'ont pas laissé le temps de te recueillir. Mais là, tu viens de me dire que tu avais besoin d'aide, donc tu étais un peu une écorchée vive, tu criais intérieurement. Alors, est-ce que ce que tu leur reproches, c'est qu'ils ont été trop rapidement là, ou tu leur reproches qu'ils n'ont pas été là au bon moment? Parce qu'ils ont été là au début, ils t'ont entouré, c'était peut-être leur façon à eux de t'accompagner. Ils n'ont pas été là de la bonne manière, pour certains. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'ils fassent à ce moment-là? J'aurais aimé avoir quelqu'un juste qui me dise ça va aller, je vais rester là pour toi, pour t'accompagner. Mais sur le coup, je me suis pas aussi rendu compte que j'avais des gens extraordinaires autour de moi qui étaient là pour moi. Oui. Mais peut-être que c'est moi aussi c'est totalement moi qui rejette en permanence l'aide des gens parce que j'estime que je suis grande, j'ai vécu des choses qui font que pour moi j'ai pas besoin d'aide, mais en fait tout le monde a besoin d'aide. Bien sûr. L'être humain n'est pas fait pour être seul. Et avec le temps, j'arrive beaucoup mieux à parler quand ça va pas, à extérioriser les choses quand il faut, au moment où il faut, et juste à dire aux gens là stop. Vous m'envahissez, j'ai besoin de mon temps, et voilà. D'accord. J'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Ça s'est passé donc le 13 novembre 2015, et toi tu as fait une dépression en 2017, soit 2 ans après. Est-ce que ta dépression elle était due à une accumulation de choses qui t'est arrivées dans ta vie, ou tu as fait cette dépression parce que tu n'étais plus avec ton conjoint uniquement? Non, parce que c'était une accumulation de beaucoup de choses. Je suis la seule fille de ma famille, maintenant, du coup. Et on se rend pas compte comme ça, on pense que du coup, je suis une fille, du coup on me protège, tout. Mais non, c'est pas vraiment le cas. Je suis le pilier principal de ma famille, sans me jeter des fleurs, mais avec le temps, je le ressens, c'est une vérité. Ça veut dire que je porte mon père et je porte mon frère, mais plus mon frère. Mais c'est moi aussi qui me suis donné cette responsabilité-là parce que mon frère, il n'a pas de présence féminine. Et pour le développement d'un garçon, c'est important aussi. Et d'un enfant en général, d'ailleurs. Et on va dire que j'ai beaucoup porté sur mes épaules. Je suis très à l'écoute des gens en général. Sauf qu'au bout d'un moment, comme tout le monde, j'ai craqué. J'ai dit stop, là j'en peux plus, laissez-moi vivre. Et tu es très à l'écoute des gens, et qui écoute Mélissa? Jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'avait vraiment écouté, sauf il y a des exceptions évidemment. Mais c'était très difficile de se faire entendre parce que les gens ils ont tendance à ramener leur expérience ou ramener leur expérience personnelle ou leurs conseils à tout ce que tu vas dire. J'ai pas besoin. T'as juste besoin d'être écouté. J'ai juste besoin d'être écoutée, c'est important. Et je pense que c'est aussi important de dire aux gens de faire attention au vécu des gens de leur entourage parce que ça peut jouer en fait sur leur façon d'être. Ça peut jouer tout simplement sur un mauvais caractère ou autre. Et c'est important d'écouter les gens quand ils en ont besoin ou d'être là pour eux. D'accord. Je voudrais qu'on rentre un peu plus on va rentrer un peu plus en profondeur dans l'histoire de ta vie. Et je voudrais qu'on fasse un retour en arrière sur ton histoire. Parce que tu m'as dit que tu t'appelais Mélissa, que tu avais 20 ans, que tu venais de Madagascar. Mais tu ne m'as pas dit que tu avais été adoptée. Ouais. Et c'est beau déjà le fait que tu ne me le dises pas, ça veut dire que pour toi, ta mère, c'est ta mère. Ton père, c'est ton père. Ah oui. Tu ne fais pas cette distinction. Non. Non. Non, j'ai été adoptée quand j'étais tout bébé. D'accord. Donc c'est tout comme, c'est comme si c'était mes parents biologiques. Pour moi, c'est mes parents. Je trouve que faire la différence entre un parent adoptif et biologique, après ça dépend, moi je parle de moi, non. Aucunement, j'ai des photos de moi avec ma mère, mon père, bébé, à Madagascar quand ils sont venus me chercher. C'est pareil que pour moi, une femme enceinte qui fait des photos de maternité avec son bébé après et Bien tout. sûr. C'est la même chose, c'est le même amour. Mais du coup, t'as pas connu ta mère biologique. Non. Et t'as perdu ta mère adoptive.
C'est pas un peu la double peine? Ouais, ça fait double perte, mais la première, je l'ai pas sentie parce que j'étais bébé. Après, il y a des syndromes post-traumatiques, donc pour certains ça joue, mais moi je pense pas. Maintenant, la perte des gens autour de moi, que ce soit familial, amitié, amour, peu importe, bah, tout ce que j'ai vécu, bah, ça a provoqué la peur de l'abandon, qui est chez moi quelque chose qu'on ressent depuis toute petite. J'aime pas dire au revoir aux gens, j'ai peur de dire au revoir aux gens. Je me remets tout le temps en question quand je sens qu'il y a une personne qui a un comportement un peu plus bizarre avec moi. Je sens me rendre compte. Tu m'as touché. Désolée, c'était pas le but de te faire pleurer, mais en gros, j'envahis parfois peut-être un peu beaucoup les gens sans m'en rendre compte, parce que j'ai besoin de montrer aux gens que je les aime, que je suis là et que j'ai pas envie d'être oubliée. J'ai peur d'être oubliée aussi, j'ai peur que les gens partent de ma vie. Donc voilà, mais on vit avec. C'est pas... Mais est-ce que du coup ça t'a renfermé sur toi ou au contraire ça t'a donné envie de t'ouvrir encore plus aux gens? Ça t'a renfermé? Un peu des deux. Un peu des deux, je peux être très ouverte avec les gens que je rencontre, je suis très sociable, mais à contrario, je peux être très renfermée. Je peux te montrer ce que tu veux que je te montre, alors être super friendly, mais je te fais pas confiance. D'accord. Tu es déjà retournée dans ton pays d'origine? Tout le temps. On a une association humanitaire là-bas qui s'appelle Zazakeli Sambatra, qui veut dire enfant heureux en malgache. Alors du coup on va vous l'écrire en bio et n'hésitez pas du coup à aller donner de la force à l'association. Mais du coup j'y retourné chaque année avec ma mère, voire 2-3 fois par an quand même. Donc c'est comme si j'étais jamais partie. Mais tu vois, t'as l'air d'avoir la tête sur les épaules et t'as l'air très construit. Est-ce que ça vient pas aussi du fait que tu sais d'où tu viens? Parce que la plupart des personnes qui sont adoptées, ils savent pas forcément d'où ils viennent, et c'est un peu difficile de se construire quand on sait pas d'où on vient. C'est un peu difficile de savoir où on va, et c'est pas ça qui t'a aidé? C'est très important de savoir d'où on vient et de pas oublier d'où on vient, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à l'oublier, et il faut pas l'oublier parce que ça fait partie de toi. Et les gens qui adoptent des enfants, ils ont tendance à dire oui, mais il faut pas trop lui dire qu'il a été adopté. C'est pas une honte d'être adopté, c'est magnifique. C'est le geste le plus beau pour moi qu'on puisse faire à quelqu'un, de lui donner une chance de vivre heureux, d'être heureux et de recevoir de l'amour. Il y a des tonnes d'enfants sur Terre qui n'en ont pas, et c'est important quand tu as la chance de pouvoir aider quelqu'un de le faire. Et moi je connais des gens de mon entourage qui n'ont pas, leurs parents leur ont caché leur vécu et tout. Ça les a pas aidés, hein. Moi je suis super épanouie. Ton frère aussi? Mon frère aussi, tout le monde. C'est comme si j'étais... Enfin, j'ai toujours... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est comme si je venais du ventre de ma mère ou autre. C'est beau. Pareil. C'est beau. T'étais proche de ta mère? Ah ouais. Biologique? Ouais. Très adoptive, oui, du coup. Adoptive, pardon. Ouais. J'étais très proche d'elle, mais... crise d'adolescence un peu, ça criait de temps en temps, mais c'était quelqu'un de magique, qui avait beaucoup d'amour à donner, avec un gros caractère que j'ai hérité. Et j'ai reçu 15 ans d'amour pur d'une mère. Voilà. Elle vit à travers toi? Ouais. Elle vit en toi? Ouais. Bah, elle est là avec moi tout le temps. Quand je me sens pas bien, ça m'arrive de me dire là c'est pas le moment, enfin voilà. D'accord. Et du coup j'aimerais savoir qui es-tu, Mélissa, toi aujourd'hui? Je suis quelqu'un de très réservé, mais à la fois de pétillante, je pense. J'aime beaucoup les gens, mais à la fois j'ai peur des gens. Je me sens comme quelqu'un de banal. Je sais pas trop comment me décrire, je pense que je suis sympa. Je sais pas trop, mais je me sens très épanouie, surtout. Ça me fait du bien de parler maintenant, d'avoir fait ce travail sur moi-même tout simplement, de pouvoir dire aux gens que je vais bien, parce que c'est vrai et que je mens plus, donc ça c'est bien, et voilà. Et avec ta famille, vous en parlez encore? Ouais. Des fois, ça vous arrive? C'est quelque chose de tabou? Non, pas du tout.
Pas du tout, c'est quelque chose de normal, on vit avec, du coup on peut en parler. Avec mon petit frère en tête-à-tête, j'en parle pas beaucoup parce que j'ai pas envie de le forcer à en parler. J'estime que s'il a besoin de m'en parler, je suis là. Je suis toujours à l'écoute. Avec mon père, on en parle beaucoup parce que ça lui fait du bien d'en parler, d'échanger et juste de pouvoir extérioriser aussi, et c'est ce qui est normal. Donc voilà. D'accord. Et ton père, il est comment aujourd'hui? Il va bien aussi? Il va bien. Il est seul. Il reprend goût à la vie? Oui, de plus en plus. Il a un travail qui fait qu'il voit beaucoup de monde, il sort beaucoup, il est non-stop. Il est focus sur son travail, mais beaucoup sur nous aussi. Hein, bien sûr. Voilà. Donc ça va, juste il est tout seul, il n'a pas retrouvé l'amour, j'espère qu'il va le retrouver. Ça te dérangerait pas? Non, pas du tout. C'est quelque chose, directement, on lui a dit, franchement, vas-y. Vas-y, faut pas que tu finisses seul, parce que non. Tu veux le voir heureux? J'ai envie de le voir heureux avec une fille, avec une femme qui le mérite, et qui puisse être là pour lui, l'aimer. Voilà. Je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu m'as dit, je suis une fille banale. Et je voulais te dire que tu es exceptionnelle. T'es pas banale. Merci. Vraiment, c'est ce que je pense. Tu es très touchante. Et ton témoignage, vraiment, il m'a touchée parce que tu le dis comme tu l'as vécu. Et avec tes mots à toi, et vraiment, c'est très, très touchant. J'aimerais juste, pour finir, que tu te parles à toi-même. Et que je voudrais savoir qu'est-ce que Mélissa se souhaite pour l'avenir. Tu m'as dit tout à l'heure qu'en 5 ans, tu as déjà énormément évolué. Donc pour l'avenir, qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce que tu aimerais pour toi? Déjà, pour la Mélissa du passé, c'est important de lui dire que maintenant, je suis là pour moi-même. Je m'apprécie. C'est important parce que la Mélissa du passé, elle n'avait pas confiance en elle. Elle vivait un peu à travers les gens en général. Et aujourd'hui, je me suis découverte. Franchement, je me suis vraiment découverte. C'était très difficile. C'est bien d'être Mélissa alors maintenant aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est bien. On vit bien. On est bien, on se comprend, on accepte que les gens puissent partir aussi, on accepte qu'ils rentrent de plus en plus. Surtout qu'ils rentrent. Qu'ils rentrent. Je suis pas... Aussi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très important et qui l'a été dans ma vie de mon ancienne Mélissa pour mon épanouissement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour moi, c'est quelque chose de secondaire, c'est plus quelque chose... Avant, c'était prioritaire? C'est pas prioritaire, mais c'est quelque chose qui m'a aidé dans mon développement, à prendre un peu confiance en moi, à me dire, ok, là, si je me trouve belle, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on parle beaucoup de harcèlement sur les réseaux sociaux. Donc, tu penses que les réseaux sociaux, ils ont un bon côté? En quoi ils t'ont aidé? Quel impact ça a eu sur ta vie à toi? J'avais pas du tout confiance en moi. Je me sentais pas belle, je me sentais pas moi, tout simplement. Des trucs d'adolescent, mais des trucs, il y a des gens adultes qui le vivent encore, hein, et c'est important de le préciser. Maintenant, avec mon entourage, qui est en béton, et l'amour que je me porte aussi à moi-même, je me suis rendu compte que j'étais plus à vouloir me montrer ou autre. Et j'ai eu cette discussion tout à l'heure aussi, où je disais que... on disait que les réseaux sociaux, c'était bien et que... On montre une vie qu'on voudrait avoir, un espèce de truc où tu montres aux gens que t'es heureux, mais tu montres pas aux gens parfois que t'es pas heureux, t'as pas envie. Exactement. Il y a des moments, t'as pas envie de te montrer et tout. C'est important de dire aux gens que c'est pas la vraie vie. Hein. Les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. On a tous une vie à l'extérieur. Moi, je montre que ce que j'ai envie de montrer, par exemple. C'est ça. On peut penser que je suis super... que je peux être fêtarde et tout, mais alors pas du tout, je suis très casanière, j'aime pas sortir, j'aime beaucoup être chez moi, rester dans une zone de confort aussi par rapport à mon vécu. Alors que sur les réseaux sociaux, tu montres ce que tu veux montrer. Et aujourd'hui, ça prend beaucoup moins de place dans ma vie. C'est quelque chose de secondaire. Si j'ai envie de poster, je poste. Si j'ai envie de partager quelque chose, je vais partager. C'est ça. Mais tu fais bon comme bon te semble. Je me concentre sur moi-même. D'accord. Avant de partager aux autres quelque chose qui n'est pas vrai. Ok.
Donc pour finir, Mélissa, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice. Tu regardes la caméra qui est face à toi. Et qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Mélissa et qui vient de perdre quelqu'un de proche de sa famille, sa mère, son père, son frère? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Fais confiance aux autres. C'est important que tu écoutes les gens qui te sont chers. Et c'est important de dire quand ça ne va pas. Et tu as le droit de ne pas être bien parce que c'est la vie. On est tous pas bien à un moment de notre vie et il faut le montrer pour que les gens aussi se disent « Enfin, là, il faut que je l'entoure ». Ne pas rester dans un environnement toxique qui ne te correspond pas et faire un truc qui te déstresse, enfin, qui te fait décompresser. Qui te fait décompresser, que tu puisses parler, t'exprimer, t'épanouir et prends le temps dont tu as besoin pour aller bien et parle. Faut parler. Faut être une pipelette dans la vie pour que ça aille bien. Voilà. Merci à toi, Mélissa. Je pense qu'on peut t'applaudir. Merci.